On nous met une pression pas possible pour assurer les codages. Je suis désolé, je n'ai pas fait médecine pour coder, parce qu'en plus on nous demande de bien coder. Donc on nous reproche le fait de mal coder, parce qu'on ne valorisait pas assez les séjours. Alors je comprends aussi, donc forcément, le discours du service du département d'informatique médical, parce que voilà, c'est leur boulot. Mais nous, moi, j'ai pas fait médecine pour ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été imposé. Et comme je dis, je préfère accorder plus de temps à mes patients qu'au codage. Et c'est vrai que le codage, moi, très souvent, comme je ne le faisais pas dès que le patient sortait, parce que en aigu, on est pressé. Une fois qu'on a fait un compte rendu, il y en a un autre à faire, parce qu'on nous appelle à l'étage, parce qu'il y a une décompensation, parce qu'il y a une réunion. Enfin, pour diverses choses. Donc moi, je faisais mes codages un petit peu d'affilée. Alors je me prenais, parfois c'était une après-midi que je prenais en plus de mon temps de travail. Je venais un samedi après-midi pour enchaîner mes codages. Alors m'en faire 40, 50. J'accordais quand même pas mal de temps à saisir les bons diagnostics. Et puis, ce qui me désole, c'est que c'est un peu du marchandage. Parfois, pour une même pathologie, il peut y avoir deux codages qui se rapprochent et un qui va rapporter plus que l'autre. Donc, on en est au point de regarder celui qui va rapporter plus pour mettre celui qui va rapporter plus que l'autre. Donc voilà, c'était ça. Et donc ça, je le faisais très bien. Je veux dire que maintenant, je suis un expert du codage. Enfin bon, on connaît certaines petites ficelles. Tout le monde s'est mis à tricher quand même dans les comptes rendus pour dire que si tu mets que tu as fait un cathétérisme, tu l'as pas fait, mais ça rapporte tant, comment ils peuvent le vérifier? Et donc, comme la sécurité sociale, c'est bien que tout le monde triche, puisque c'est inclus dans le système. D'ailleurs, les hôpitaux ont augmenté d'activité, tous de 3% en moyenne par an. Ce qu'il faut. Il n'y a pas eu une catastrophe sanitaire chaque année en France. Donc c'est purement la manière de financement qui est la codification d'actes. Et donc tout le monde s'est mis à multiplier les codifications des actes. Et on a des PH. D'ailleurs, on travaille sur ça. Il y a des PH plein temps dans cet hôpital, mais qui s'occupent de cette codification pour savoir comment coder au mieux, c'est-à-dire au plus cher pour la Sécu. Et chacun se file des tuyaux. Alors ça va coûter dérisoire pour cette course et les charrettes que tout le monde fait. Mais enfin, c'est une énergie et un temps passé absolument colossal, ce qu'on n'intègre pas d'ailleurs dans tout ça. C'est que toutes ces réformes se traduisent aussi par une inflation de gestion purement bureaucratique, je dois dire. Pour moi, ça ne va pas avec la philosophie médicale. Là, on est purement sur une logique capitaliste, je devrais dire ça, mais c'est purement financier. Voilà, c'est valoriser des séjours, valoriser l'état des patients. Donc en gros, c'est vrai qu'on est dans une logique différente. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est que les patients soient le mieux possible. Alors, or, pour le codage, par exemple, on va dire, quelqu'un qui a une escarre, plus elle sera profonde et plus ça va valoriser, parce que ça veut dire les soins auraient été plus importants. Donc en gros, on pourrait se dire, bon, c'est raisonnement par l'absurde, mais on pourrait se dire, ben voilà, tiens, je peux laisser un patient sur les fesses pendant 48 heures, il va avoir une escarre stade 4, super, j'aurai le jackpot pour mon codage. Pour le moment, la plupart des médecins ont quand même encore une éthique vis-à-vis d'un malade individuel. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils trient le patient sur la rentabilité, encore qu'il faut avoir. Le tri va se faire par des abandons d'activité globale. Le médecin ne va pas le vivre. Si je ferme l'activité sida, vous fermez l'activité sida. Le médecin, il n'est pas en train de dire je choisis celui-là ou je suis celui-là. Mais ce qu'on fait, c'est évidemment, on fait un viol éthique quand même, c'est faire sortir, faire revenir. Il y a un geste technique, c'est très bien payé, vous faites partir, vous faites revenir. Et à ce petit jeu-là, vous avez
une rentabilité très forte. Donc monsieur Intel, super, ça a été jackpot, voilà, 12 000 euros, formidable. Peut-être qu'on a été complètement nul dans la prise en charge, peut-être qu'en fait on a été, je veux dire qu'il n'était pas soulagé ou quoi que ce soit, mais 12 000 euros dans la caisse, en gros. Le patient, tu le définis avec des diagnostics et des chiffres, et ça va rapporter de l'argent. Quelle vision de la médecine, quoi. Nous sommes service public et faut-il que tous les secteurs du service public soient des secteurs rentables ? Alors rentable, ça n'a aucun sens. Je pense que la rentabilité en termes de service public, plus nous soignerons de personnes âgées et de personnes malades dans le service public, plus ça coûtera de l'argent. La rentabilité, elle est totalement illusoire, à mon avis. Au point de vue santé, ça veut dire quoi vous êtes en déficit ? Ça veut dire que vous coûtez plus que vous rapportez. Enfin, je ne suis pas un économiste, mais c'est ça. Mais on coûte plus que ce qu'on rapporte pour un vendeur de voitures, c'est facile, hein, on voit le prix. Ça veut dire quoi, on coûte plus qu'on rapporte ? Ça veut dire que l'acte que vous faites a un certain prix. Et c'est la définition de la T2A, la tarification à l'activité. Mais si cet acte décidé par les autorités de tutelle est sous-dosé, sous-coté, et par définition, vous êtes en déficit. Et moi, par exemple, dans mon service de néphrologie pédiatrique, on a des enfants en hémodialyse, en préparation à la transplantation rénale, etc. Quand on dialyse un enfant qui fait 9-10 kilos, il faut quasiment une infirmière pour 1 ou 2 malades. Quand on dialyse des adultes, il faut une infirmière pour 8 ou 9 malades. Donc, étant donné la tarification de cet acte, chaque fois qu'on dialyse un enfant, on perd de l'argent. Donc, la logique de l'absurde, c'est que pour qu'un service de néphrologie pédiatrique soit équilibré, il faudrait qu'il ne dialyse pas. Donc, vous voyez l'absurdité des choses. Donc, pour équilibrer les comptes, soit on ferme des lits, ou on supprime du personnel, soit on augmente la T2A. Vous êtes sur le prix de marché, qui est un prix fictif, qui a eu 11 versions en 5 ans. Vous savez, on est même dans l'absurdité, puisque la Cour des comptes a dit « halte là, arrêtez ». Bon, donc on est même dans une absurdité de gestion qui, au fond, devra à un moment être tranchée. Il faudra trancher où est-ce qu'on est dans des enveloppes publiques et on voit comment on les gère, donc la logique Ondam, où on est dans la logique marché, ce que ils vont réclamer de plus en plus les cliniques et tous les gens qui font du business rentable. On voit bien que ce débat-là fondamental, mais qui entraîne en tout cas des réactions de la part des médecins qui sont quelquefois d'entrer dans le jeu ou dans le système, est un débat qui a été totalement escamoté. Il devrait y avoir un vrai débat citoyen, des vrais états généraux sur ce que l'on veut faire pour que les choses soient claires. On voit bien que d'un côté, on incite à une augmentation des activités dans des structures qui ne devraient pas être à but lucratif. On n'est pas obligé de faire des bénéfices dans un hôpital public. C'est quand même invraisemblable. On se moule sur la clinique de la porte d'à côté, où on dit, nous, on va faire uniquement, ce que disait André, des pacemakers, parce qu'on sait que c'est rentable. Enfin, petit à petit, ce genre d'approche est en train d'entrer dans les esprits. Et ça, c'est redoutable, et ce débat n'a jamais été clairement mis sur la place publique. Les directeurs ne savent pas la manière dont les médecins sont harcelés en permanence et comme on doit changer finalement de positionnement. Alors c'est vrai que c'est passionnant, mais c'est quand même un exercice de style un peu difficile, où on est parfois dans la transmission du savoir avec les internes.
où on peut être à un autre moment dans des décisions éthiques beaucoup plus sensibles, délicates et philosophiques, à certains moments, avec les proches, les aidants. Dans la médecine sociale, purement et simplement, dans certains cas où on met en place les aides au domicile. À d'autres moments, on fait de la réanimation quasiment, parce qu'on transfère des patients dans des situations très aiguës. Donc tout ça, c'est effectivement la vie d'un médecin dans un service de gériatrie, mais dans beaucoup de services de médecine aussi. Donc c'est passionnant, mais c'est très contraignant et ça laisse parfois un goût d'insatisfaction. Et évidemment, ce qui pâtit le plus en temps, c'est forcément tout ce qui est le moins technique. On nous demande de faire les choses beaucoup plus vite. Et moi, j'estime qu'en gériatrie notamment, c'est au détriment de la qualité de soins. Après, il est bien évident qu'une personne âgée, il y a souvent, on va découvrir de multiples choses. Il est évident qu'on ne peut pas tout prendre en charge. Mais je veux dire qu'on ne peut pas... il souhaiterait que ça tourne tous les 10 jours. Je pense que il serait ravi si on avait une durée moyenne de séjour de 10 jours. Mais pour moi, ce n'est pas concevable. Prendre en charge une personne âgée, c'est régler un problème aigu, la stabiliser un petit peu, pour s'assurer qu'elle ne va pas redécompenser, parce que ce sont des personnes fragiles. Et donc ça implique donc un temps de guérison, enfin de consolidation, et puis un temps quand même de surveillance après. Or j'ai l'impression qu'on nous demande, on a passé le cap aigu, sorti. Alors que on sait que maintenant, très souvent, on a des personnes qu'on envoie au domicile et qui vont redébarquer aux urgences 3-4 jours après parce que la consolidation n'était pas optimale. Alors là, c'est probablement une pneumopathie ou une surinfection sur une BPCO. C'est vrai que c'est un monsieur qui vivait avec sa femme et qui était pas complètement autonome. Il n'a pas d'escar, il est dénutri. Mais bon, je ne peux pas ne pas le réanimer. La chose étant, à l'heure actuelle, je veux dire, il n'a pas... c'est vrai qu'il a des antécédents, mais sur une pro-BNP normale, une tropo il y a quelques jours normale, un iono qui est pas trop mal, je peux pas ne pas réanimer là. Oui, mais là moi je me sens pas du tout de le il est intubable là, donc moi je peux pas le prendre en ambulance, le déplacer pour le transférer au déchoc où il n'y a pas de place et où il y aura personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. L'autre chose, c'est que il n'y a pas de place de réa là, donc vous voyez après. Merci. Alexandre? C'est Alexandre ou pas? Moi, je peux pas dire pas de réa, quoi. Tu vois, dans ces conditions, même si il est fragile. Chez lui, habituellement, il était autonome avec sa femme. Il n'avait pas de perte d'autonomie. Non, pas majeur, mais si tu veux, c'était un couple, ils étaient ensemble et chacun s'entraidait. Ouais. Donc en fait, elle a des tassements vertébraux, elle n'arrive pas à rester en meuble, au marché, mais elle faisait quand même à manger. Tu vois, il n'y avait rien comme aide. Tu sais, il a su dire qu'il voulait être avec sa femme, que son mari, ils se connaissent depuis l'âge de 17 ans. Il n'y a pas de trouble cognitif majeur, donc bien qu'il soit très fragile. Ouais. Donc au niveau des urgences, tu les as prévenus? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place en déchoc, que l'OREA, il n'y a pas de place. Monsieur, on va vous aspirer les sécrétions. Oui, j'y suis là. On y est allé parce qu'apparemment la personne pour aller le voir. Donc on y est allé, il y a le DSAV qui est là avec les pompiers, on est tous là. Comment? Il y a la place en réa ici, on t'a dit. Oui, je veux bien François, tu me rappelles. D'accord, plus. Ça va un petit peu mieux? Là, c'est mieux pour respirer? Comment vous vous sentez là? Dites-moi. Maintenant, vous pouvez respirer. Bon, on va voir à combien il est comme ça, sans oxygène. On va voir à combien il évolue. Après, on le remettra sous 2 litres pour voir ce que ça donne. On va voir, on va attendre un tout petit peu.
Est-ce que d'après toi, avec l'équipe médicale et paramédicale ici, on peut le laisser là, le temps de faire les examens complémentaires nécessaires, radio et tout ça? Ça va être difficile, mais Ça va être difficile. Ouais. Donc il faut une médecine aiguë, on est d'accord? Ça serait bien qu'il aille éventuellement au pneumo, quoi. Et éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fil pour savoir s'il y a de la place. Voir avec, D'accord. Il y a le SAMU là. Les pro-BNP sont normaux. C'est un monsieur qui vivait avec sa femme à la maison sans aide. C'était un peu brun ou ballant, mais il n'a pas de trouble cognitif majeur. Il a fait une fausse route avec une banane. Écoute, moi je l'avais déjà mis vendredi sous antibio parce qu'on m'a dit qu'il était encombré et qu'il crachait sale, alors qu'à l'entrée j'avais rien du tout. Donc je pense qu'il doit faire des fausses routes. Moi je te garde le lit, il n'y a pas de souci. Mon souci c'est que au fond du parc là, c'est un peu difficile pour moi. Il n'y a pas de place au déchoc, il n'y a pas de place en réa. Je pense que la réa, faut vraiment y réfléchir, quoi, parce qu'en fait, il a 27 d'albumine, même s'il n'a pas d'escar, même s'il n'a pas de troubles cognitifs. Moi, j'ai sa femme aussi, tu sais, c'est le couple qui m'a été envoyé. J'ai sa femme aussi dans le service, dans une autre chambre. Je pense parce que là, en fait, le SMUR, avec une rouge, il l'a aspiré, ça a ramené énormément de choses. Nous, on n'avait pas réussi à bien aspirer. Il a une SAT qui est remontée bien. Il a des bonnes constantes. Comment? Là, non, il n'est pas là. Si je te passe le SMURiste, Stéphane? Oui. J'ai de la fausse. Pour que... Allô? Oui, salut Stéphane. À court terme, là, il s'est quand même amélioré après l'aspiration, mais bon, voilà, il a quand même la pathologie sous-jacente, et puis voilà, avec le risque de redécompenser, si tu veux, ça c'est sûr. Tu veux ambulance et puis qu'on y aille, nous? Actuellement. Je préférais que de faire en boucle. On pourrait leur faire venir le SMUR 2. Ah oui, oui. Mais s'il est dispo et c'est non, pas mais sûr. là, il était à Argenteuil. Ah oui, oui, là, il n'a pas fini, hein, il va à Sainte-Anne et tout. Non, mais tu me dis... Voilà, parce que moi, si tu veux, tel qu'il était tout à l'heure avant l'aspi, je ne pourrais pas le transporter en ambulance, parce que j'ai déjà fait les transports en ambulance en rien. Mais là, dans l'état actuel Mais des là, choses, ça va. ça va mieux, donc tu peux, je pense, tu vois. Très bien. Et si tu as un souci, tu nous rappelles, de toute façon, on est sur la base tant qu'on n'est pas quitté ailleurs. Okay. Et puis voilà quoi. Parfait. Hein, je fais un petit mot, et puis je... Oui, merci les gars. Excusez-moi, parce qu'il fallait attendre parce qu'il aurait été éventuellement nécessaire de le transférer dans un autre hôpital. Oui, c'est Christian Van Jack, hein. C'est Isabelle Zagar, la gériatre. On peut le transférer quand, le monsieur? Vous nous rappelez, parce que là on attend, parce que nous après il faut qu'on appelle les ambulances, tout ça. Ok, vous nous êtes très bien. Alors, comment ça va, madame? Est-ce que vous pouvez vous asseoir au bord du... J'ai très mal au ventre. Ah, on va regarder ça. Est-ce que vous pouvez déplier les jambes, s'il vous plaît? On va commencer par regarder le ventre. Très mal au ventre. Donc déjà, il y a le trait qui me gêne. Oui. Parce que ça veut dire que vous avez vraiment mal. Est-ce que ça vous arrive fréquemment? Non. Non. Ça m'est arrivé, j'habitais en Afrique. Ouais. Ça m'est arrivé et j'ai pas souffert longtemps. Ouais, d'accord. Et comment ça se passe à la maison? Ben, à la maison. Je regarde les jambes. J'ai travaillé assez longtemps dans l'enseignement. Ouais. Ah, faisiez quoi dans l'enseignement? J'étais professeur. Vous étiez de prof? maths. Professeur de quoi? De maths. Ah, de mathématiques. C'était ma matière préférée, même. Ah, et vous enseignez quelle classe? J'enseignais jusqu'au niveau de la 3e. D'accord. Donc le théorème de Pythagore, Thalès, Oui. hein, voilà, les équations. Oui. J'ai eu des élèves superbes. Ouais. Hein. Oui. Oui. Alors, on va écouter le cœur. Un petit souffle, mais qui n'est pas bien méchant. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, en fait? Je sais bien que vous n'êtes pas venu. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes dernièrement. Ouais.
Et j'ai déjà eu une constipation qui a duré un moment. Et on a décidé de m'envoyer ici. Et j'en suis très contente parce que vraiment, c'est ça se passe superbe bien. ici. Oh, oui. Tant mieux. Ça se passe très bien. Donc, est-ce que vous aviez eu ces derniers jours un petit peu les idées qui devenaient un petit peu... des idées qui devenaient un petit peu plus floues, hein? Votre pensée qui devenait un petit peu plus floue, non? C'est pas arrivé? Non, c'est-à-dire que j'étais très fatiguée. Alors, j'ai dormi pas mal. D'accord. Ok. Comment ça se passe pour votre mémoire? Est-ce que vous vous en plaignez? Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal? Oui, ça donc va vous pas n'avez trop pas mal. de problème pour reconnaître des personnes? Non, non. Hein, j'ai un frère qui a un an de plus que moi et qui perd un peu la tête. Ouais. Mais j'ai 91 ans. Oui, c'est certain. Mais et mon frère en a 92. Et vous continuez à gérer vos comptes, etc. C'est vous qui gérez tout ça? Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a ma Gardez fille un œil. Elisabeth, ma fille Elisabeth qui est très capable. D'accord. Et qui gère bien. Qui assure la gestion. Ah, oui. D'accord. Donc elle entend toujours ses voix. Hein. Le matin, ça la perturbe. Enfin, depuis ces 3 derniers jours là, elle en parle. Ouais. Alors qu'avant pas du tout. Elle critiquait pas non. du tout. Hein. Non. Là, elle en parle. Hein. Elle en ça bizarre, elle commence à critiquer. Elle pose des questions. Ouais. Hier, elle disait oui, mais vous pensez que ça va empirer? Ça se guérit. Est-ce qu'il y a des médicaments pour ça? Enfin, tu vois, on s'était un peu inquiète. On récupère. Ce matin, voilà, elle nous disait encore, hein, tu vois, elle entend des voix d'hommes. Elle dit, c'est pas désagréable, mais bon. Elle devait pas sortir. Ouais. Il n'y avait pas une sortie prévue pour elle? Parce Hier, elle était au tableau, en fait. Elle est encore au tableau. Où elle est au tableau? En tout petit, entre Madame Donzel et Monsieur Kiken. Oh là là, mais moi non plus. Non, moi j'ai pas Le 31, donc ah ouais, donc 30, c'est confirmé, elle sort demain. C'est demain. On nous demande de la rentabilité, on nous demande que ça tourne, de faire les comptes rendus, de faire du codage. Et peu importe si, par exemple, on n'a pas pu faire du codage parce que voilà, on a accompagné une personne, on l'a aidé à manger ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça, c'est très frustrant. Mais donc, alors je ne sais pas si ça durera, si je ne vais pas me fatiguer, mais c'est vrai que pour moi, c'est essentiel que de leur accorder ce petit temps. J'estime que je ne leur accorde pas assez. Enfin, moi, personnellement, j'estime que j'aurais aimé rester dans les chambres, même ne serait-ce que d'évoquer des éléments biographiques avec eux, revenir sur des éléments de leur vie, sur leur vie familiale, etc. On ne peut pas toujours le faire, alors on essaye de faire un minimum. Allô? Oui, bonjour. Voilà, donc en fait on a été contacté hier par un lieutenant apparemment au sujet d'un patient qui a été admis chez nous hier après-midi, qui avait été retrouvé sur la voie publique avec une forte somme d'argent, hein, on parle de 42 000 € a priori, et qui était à peine capable de décliner son identité. Voilà, donc pour lequel on a très peu d'informations, juste une carte de séjour avec une adresse mais qui ne correspondrait plus à son adresse actuelle. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il nous avait contacté hier. Il a été retrouvé sur Aubonne. Tout à fait, oui. Donc je ne sais pas quoi faire pour ce cher patient. Enfin, sur le plan médical, il faut bilanter, bien sûr. C'est un nom confusionnel, sûrement une démence sous-jacente. Mais dans quelles conditions vit-il? Il m'a dit que ses enfants étaient en Algérie. Oui, sa femme était épouse partie. également. Ce qui est très possible, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vivent seuls, qui ont travaillé ici. Et je lui ai dit, mais que faisiez-vous à vivent en Aubonne, foyer, loin de chez vous? Et il m'a dit, il fallait que je règle des papiers à Aubonne. Ah, toi c'est des papiers. Moi, il avait suivi un garçon de 13 ans. Non, moi il m'a dit, j'avais des dossiers à faire, des papiers à faire, et après je ne me suis plus souvenue. Je me suis retrouvée dans la rue, la tête vide, voilà. Il t'a pas parlé d'accident, qu'il a eu un accident? Si, il aurait été agressé. Bah, après, c'est possible, hein, avec de l'argent sur lui. Je veux dire, les 46 000 €, est-ce qu'il n'avait pas plus, hein? 42 000 €. Parce qu'il dit qu'il a eu un coup de pied, voilà. Il a eu un coup de pied dans l'entrejambe. Mais il a des traces à l'entrejambe, il a des traces. Il a des traces? Ouais, il a des traces, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a la police, il faut mettre la police sur le coup. Genre, franchement, c'est... S'il faut qu'on appelle les personnes de la résidence pour que vous retourniez à la maison.
Je me suis sauvé de la maison. Non. Vous êtes perdu, on va dire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, monsieur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'on vous a retrouvé dans la rue à Aubonne. Et vous étiez perdu. Et qu'est-ce que vous étiez venu faire ici? Mais c'est-à-dire la ville là. Ouais, la ville. Je la connais pas. Ouais. Mais son nom, c'est quoi son nom? On vous l'a donné, on vous a dit où est-ce que vous étiez? Et ils me l'ont dit, mais des fois, dès que quelqu'un s'en va, la mémoire, ça part avec. Ça part avec. On est à Aubonne. Oui, je sais. Ouais, vous savez. Et l'établissement, là, c'est quoi? C'est l'habitation pour les pauvres. C'est l'habitation pour les pauvres. Non, c'est l'hôpital. Ah, l'hôpital. On s'occupe de tout le monde, même des pas pauvres. C'est l'hôpital. D'accord, l'hôpital d'Aubonne. Et est-ce que vous savez en quelle année on est? On est L'année. L'année? Ouais. On est... On est en 1212. Ouh là là, 1212. Non, pas complètement. Est-ce qu'on a passé l'an 2000? Oui. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Alors, 1100. Si on a passé l'an 2000. On est en 2011. Ouais, ça vous dit quelque chose comme année 2011? Eh oui, parce que j'étais là quand ils ont dit 2011. Quand on a fêté l'année? C'est ça? Ouais. Respirez fort par la bouche, monsieur. Bon. À plus tard, monsieur. À plus tard. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Pourquoi je serais fâchée? Et parce que j'embête tout le monde. Mais non, vous ne nous embêtez pas. Alors, excusez-moi. À tout à l'heure, monsieur. Oui. Parce que c'est vrai que là, tel qu'on voit la situation, c'est vrai qu'il est dans l'incapacité d'émettre des jugements vraiment raisonnables. Et dans l'incapacité de gérer convenablement ses biens. Et comme vous l'avez dit, on est probablement sur une pathologie des fonctions supérieures, une pathologie neurodégénérative, donc Alzheimer ou un apparenté, oui, qui font que plus en plus le temps va passer, plus il va se dégrader au niveau des fonctions supérieures. De toute manière, là, il est chez nous. Donc, de toute manière, je ne vous cache pas que là, par rapport à l'État et surtout fort des informations que vous m'avez transmises, là, il faut qu'on fasse une mesure de protection, c'est-à-dire une sauvegarde de justice, pour dire, voilà, qu'il n'est pas dans la capacité de gérer ses biens, donc tous les retraits qu'il fait, ça peut être dangereux, vous voyez. Voilà. Donc, on va mettre ça en place immédiatement. Ensuite, donc l'assistante sociale va contacter les services sociaux de Paris 19e. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. C'est sûr que le mieux, comme je vous dis, en définitive, le mieux, ce serait tout simplement qu'il retourne, puisque sa famille est prête bien sûr à l'accueillir, donc ce serait le mieux. Avec ses proches, surtout avec l'évolution de ce type de pathologie, qu'il soit avec ses proches, ce serait le mieux. Parce que là, il est en danger. Parce que pour les patients comme ça, je ne vous cache pas, vous voyez, même qui sont nés en France ou qui ont grandi en France, ils ne peuvent pas rentrer à la maison dans les conditions, enfin dans ces conditions-là. C'est pour ça que pour l'instant, on va le garder à l'hôpital. On va après, c'est vrai que nous on a un service d'aigu, donc on n'a pas vocation à garder les patients longtemps, mais néanmoins, on peut s'adresser après vers un service de soins de suite, c'est-à-dire de la convalescence, qui pourra continuer à le garder le temps que les démarches sociales avancent, vous voyez. On l'a, vous inquiétez pas. Voilà, je vous en prie. Au revoir, monsieur. Ça n'arrête pas d'appeler là. Bon, c'est un ami qui t'a eu alors? C'est le beau-frère de sa fille. Et donc là, il le cherchait partout. Il avait fait un signalement à la police. Ah ouais? Tu sais, je pensais que la police aurait appelé le 19e et ils auraient vu qu'il y avait un avis de recherche. Avant nous, est-ce que monsieur a quitté quoi? Donc là, il faut que j'appelle les flics. J'appelle Aurélie. Comme si on ne le fait pas, personne ne le fera, j'estime que ça fait partie intégrante
de notre fonction. Bon, après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y avait une interne qui pouvait quand même aussi, pendant que moi je passais mon temps au téléphone, assurer le reste de la visite. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est pas compatible. Je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais d'un autre côté, il fallait avoir des informations quant à ce patient. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus amené à gérer pas mal de choses qui, théoriquement, ne sont pas de notre compétence. Mais pareil, je ne pouvais pas demander ça à l'assistante sociale qui a plein de dossiers. Donc il y a des choses qu'on préfère gérer nous-mêmes. Sinon, ce ne sera pas fait. Et ces patients isolés, hein, c'est vrai que là, on les accueille, je dirais presque obligatoirement, parce que les structures privées, évidemment, ne vont pas les prendre en charge. Donc on est dans la dimension la plus originelle, peut-être primordiale de l'hôpital. L'hôpital est un lieu d'hospitalité au départ, donc de charité, fondé sur des valeurs très chrétiennes. C'était quand même les premiers, comme ça que les premiers hospices ont été créés. Donc l'hôpital reprend toute sa dimension, ou ne reprend pas d'ailleurs, cette dimension d'accueil. Cette dimension d'hospitalité et d'accueil, je pense que c'est une dimension fondamentale des hôpitaux. Elle est évidemment aujourd'hui malmenée par les réformes, malmenée par la tarification à l'activité, bien sûr. On attend l'avis vasculaire pour son artérite. Je sais même pas comment. Ça fait 2-3 semaines qu'elle est arrivée. Elle est dans son lit. Elle a même pas été au fauteuil une fois. Je sais pas comment. Enfin, c'est pas possible qu'elle rentre à la maison, quoi. Enfin, j'imagine même pas. Elle s'est forcément dégradée là. Elle a une écho-abdo là. Donc ça fait 10 jours qu'on a demandé l'écho-abdo en urgence. C'est beau ça. Et le pied, ça va? Non, ça fait mal. Pour le découvrir. Ah oui, d'accord. Bonjour, vas-y là. Oh non, écoutez. Bonjour, vas-y. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a quand même. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est tout l'examen qui a été douloureuse. T'as pas eu l'impression pendant là quand tu as fait le mètre qu'elle soit douloureuse, c'est ça qui était délicat. Oui, mais quand elle bouge pas, elle est pas douloureuse. Mais quand même, là, normalement, non, c'est des douleurs neuropathiques. Donc je veux dire, quel que soit le moment, c'est même pas forcément la mobilisation, tu vois. C'était des douleurs articulaires. Elle a mal à la mobilisation. Ou alors, tu sais, mobilisé par les frottements, etc. Dès qu'on touche à l'orteil, ouais, à l'orteil, c'est sûr. Elle a mal. Et la jambe, c'est quand elle a bouge. C'est difficile d'envisager une augmentation de la morphine. Et alors là, j'ai échoué. Mais surtout que les interdoses, elles soulagent pas. Donc du coup, tu te dis c'est délicat, tu vois, d'augmenter la dose si, tu vois, après si on va faire... Si t'as pas d'action avec les interdoses. Après, au contraire, là, si tu mets la morphine et que t'es vraiment... Tu vas avoir des hyperalgésies sous morphine. Voilà, tu vas accentuer le problème de constipation. Ouais. C'est un peu... Et là, pour le coup, on peut être délétère si vraiment on met la morphine alors qu'il n'y a pas... On augmente les doses alors qu'il n'y a pas de fond. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre que le Lyrica? Ce serait majorer les doses de Lyrica. Ce serait ça. Là, elle a combien? Elle a 25, c'est pas énorme. C'est rien, non? Elle le tolère pas mal, on peut monter à 50. Hein. Monter à 52 fois. 50 matin et soir. Pour prévoir la tolérance. Tu veux qu'on fasse ça? On peut faire ça. Hein. Je le mets? Ouais. Je sais pas. Vas-y. On n'a pas envie de monter la morphine, elle a toujours mal, on veut faire quelque chose. Non, mais si. Allez. Toujours difficile à évaluer. Brigitte, c'est Christian. Juste pour vous signaler, Brigitte, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une consultation de chirurgie vasculaire pour une patiente demain. Vous étiez au courant? À Pontoise. Et du coup, comment ça se passe pour ça? Elle va là-bas et elle reste... elle va rester, elle va juste en consul. D'accord. Et après, maintenant, moi, dans mon courrier, je vais mettre s'ils doivent prendre en charge, qu'ils le prennent en charge rapidement. Parce
que plus on perd de temps chez cette dame, et moins parce que là, elle est alitée, ça fait quand même, ça va faire 3 semaines. Donc en termes de mobilité, elle a beaucoup perdu. Donc s'il faut qu'il la prenne en charge, il faut qu'il la prenne rapidement. Qu'on initie après un travail de rééducation, que ça, qu'on ne fasse pas attendre 2 semaines avant la prendre. Voilà. Ou qu'ils nous disent, c'est au-delà de toute ressource thérapeutique sur le plan chirurgical. Donc dans ce cas-là, on dit, on se borne à une prise en charge strictement palliative. Donc on essaye d'équilibrer au maximum le traitement palliatique, tu vois. Parce que sa jambe n'ira pas mieux. Hein. Non. Ces douleurs de la jambe, c'est lié à l'obstruction des artères. C'est donc, tu vois l'orteil là, c'est la nécrose. Ouais. C'est l'amputation. À droite, non. Ils peuvent faire un geste de dilatation. Mais à gauche, c'est sûr que l'orteil, ça se finira en amputation. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. On va voir en fonction des résultats. La consultation. Demain, 10h30. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas bien, mon pouce il me fait mal. Ouais. Oh là là. Alors je ne sais pas comment le mettre, on ne le touche pas, ça va, mais si on le touche, je hurlerai. Alors là, vous voyez, je suis bien comme ça, je ne bouge pas. Mais la nuit, vous m'aviez dit que ces douleurs... Ah ben la nuit, je dors sur le côté. Ah, c'est ça. Donc en fait, la douleur finit par vous réveiller. Voilà. Bon. Vous êtes d'accord pour que je vous examine? Oui, ça va? Ça ne me dérange pas. Bon. Alors là, pas du tout de stop. Faites ce que vous pouvez faire. Alors j'y vais doucement, hein, vous allez me dire. Là pour l'instant, je ne vais pas bouger. On va pas me couper le pied, non? C'est pas... Non, on n'a pas trop envie de vous le couper, non? Ah ben non, hein, j'espère rentrer chez moi avec les 2 pieds. Ah oui? Alors là, bon, dis donc, hein. Parce que je suis toute seule, hein, chez moi, alors... Après, vous avez votre projet, c'est de rentrer à la maison. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous n'aviez jamais pensé à aller dans une maison de retraite? Ah non, 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 non. Oh non. Non. Bon, bah alors, on fera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer, alors. Voilà. Bon. Je voulais juste qu'on confronte juste une minute nos avis au sujet de Madame. Donc j'ai revu ce matin, donc tu l'avais vu hier, je crois que c'est à ce moment-là que tu avais décidé d'augmenter l'oxynorme. D'accord, parce qu'elle était... Ben oui, c'est peut-être ça. Hein. Bon, la douleur est vraiment pas facile à évaluer. C'est vraiment difficile parce qu'on passe à la fois par des moments, enfin d'une seconde à l'autre quasiment, de moments de sourire, des exclamations douloureuses. C'est pour ça que je me suis permis de t'embêter 2 minutes, parce que j'étais un peu dans la même perplexité aujourd'hui. Comme en plus là elle vomit et qu'elle a cette sensibilité du flanc, de l'abdomen, je me dis qu'il ne faut pas masquer non plus un truc digestif, ce serait un peu embêtant. Et puis, écoute, je crois qu'on ne peut pas faire... Là, l'hémodynamique est stable, sinon on ne peut pas faire autrement que de surveiller pour l'instant. Bon, on fait comme ça. Mais merci Christian de ces échanges. À demain. Bon dimanche. Oui, bonjour. Je suis venu à l'échographie. Je vous appelle parce qu'on a une patiente qui devait avoir un échodoppler veineux de repérage. Et la patiente là est revenue en n'ayant pas l'examen et avec la réponse. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'entends, Christian? Donc en fait, en gros, on l'a emmené au mauvais endroit. Ils ont dû l'emmener en fait en Doppler aux explorations fonctionnelles. Justement, le chirurgien attendait l'examen pour fixer la date. Bah écoutez, merci beaucoup. Au revoir. En fait, elle est partie au mauvais endroit. Donc on revient. Elle est partie aux EFC? Oui, elle est partie aux EFC. Donc on ramène la patiente en disant l'examen n'a pas pu être fait, la personne qui le fait n'est pas là. Alors qu'en fait, la patiente était attendue, mais en radio. Donc du coup, la dame, elle a loupé, donc ça reporte à son intervention chirurgicale, d'autant plus. Il faut que je rappelle pour... Ça m'agace de la même manière, vous avez parfaitement raison. On ne vous déplace pas, c'est tout un tralala, il faut, voilà, les ambulanciers. Bon, vous aurez vu des beaux jeunes hommes, hein? Ah oui, je rêve. Hein, voilà, mais néanmoins, c'est vrai que c'est... voilà, on vous a déplacé pour rien. Voilà. Comment ça va les douleurs? Ça fait mal à moi.
C'est toujours le pouce, hein. Dès que je touche, d'accord. Dans la majorité des cas, nous avons des patients qui sont dans une très grande asymétrie par rapport à nous. On n'est pas du tout dans une relation d'égal à égal. On a des patients qui sont parfois alités, mais dans la position horizontale parce qu'ils ne peuvent pas la quitter. Pour certains, ils sont grabataires. Pour d'autres, ou pour les mêmes, ils ont perdu des moyens d'élocution de telle manière qu'ils ne peuvent plus communiquer tout à fait de la même façon. Donc la seule manière que l'on ait à disposition, la seule façon de les rencontrer, c'est vraiment de donner de soi-même pour aller vers eux. Ça nous oblige à nous exposer, donc à nous ouvrir. Et c'est le seul moyen que l'on ait pour combler ce fossé qui peut exister au départ lors de la première rencontre entre soi-même et l'autre qui est vulnérable. Et forcément, s'exposer, c'est aussi prendre le risque de réaliser que nous sommes également vulnérables et que ce qui nous lie avec le patient, c'est peut-être cette vulnérabilité humaine. On n'est pas au même moment de notre histoire et de notre vie, mais s'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est cette vulnérabilité humaine extrême et de prendre conscience que la vie est d'une très grande fragilité. Bon bah moi il y a beaucoup de soins palliatifs chez moi. Donc parmi ceux-là, j'ai une dame à la chambre 10. Si vous pouvez la revoir en fait, cette dame. Je vais la voir bien sûr. Voilà, juste pour voir au niveau de sa respiration un petit peu. Voir s'il faut réajuster encore le traitement. Éventuellement voir. Au niveau de la douleur, il semble pas quand on la mobilise, quand il y a une petite Alors non, toilette, quand on fait la toilette, il n'y a pas de douleur. Elle ne grimace pas du tout. En fait, elle fait que dormir. Elle manifeste aucun signe de mais pendant la douleur. toilette, elle réagit pas spécialement. Non, elle dort. Elle n'ouvre pas les yeux. Non, elle ouvre pas les yeux. D'accord. Et la famille réagit comment par rapport, parce que comme elle est très présente, est-ce qu'elle est en souffrance, est-ce que... Franchement, on discute avec elle tout le temps, et franchement, elles sont très au clair. Enfin, moi, à chaque fois quand je les vois, elles savent très bien, elles répètent souvent, la seule chose qu'on veut, c'est qu'elles ne souffrent pas. D'accord, ils n'ont pas l'air inquiets. Là, elles ont vu qu'elle respirait mieux. Mais cette dame, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle est sous antibiotiques, elle a une perfusion IV, elle est sous la Zilix. Donc après, on va peut-être revoir demain. Oui, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait qui peut se justifier pour son confort, à la limite, c'est pas gênant. C'est-à-dire que si on pense que lui mettre de l'oxygène et lui faire de l'azilique, ça lui permet de l'aider à mieux respirer, même si elle est en soins palliatifs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme les antibiotiques, si ça peut diminuer son infection et donc son encombrement et donc améliorer son confort, ça a du sens. C'est vrai qu'au niveau de l'encombrement, elle n'est pas encombrée. Mais au bout d'un certain temps, on peut se demander s'il faut maintenir. Est-ce qu'il faut maintenir ? De toute façon, ça doit être réévalué. C'est vraiment pas pour prolonger sa vie, c'est pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Mais je vais regarder de toute façon depuis combien de temps c'était prescrit, et puis éventuellement on allégera un petit peu. D'accord. La seule certitude, c'est que s'il commence à faire des pauses et qu'on a 77% de saturation et qu'on supprime l'oxygène, ça va accélérer les choses. Enfin, on est vraiment dans le cadre légal, il n'y a aucun problème. On peut interrompre les traitements qui ne sont pas utiles pour son confort, même si l'interruption entraîne une accélération. D'accord. Donc, d'accord, mais je vais peut-être redire un mot, la famille est là encore ? Oui, elle est là tout le temps. C'est ces deux filles, elles sont là. Voilà. On a fait le point ce matin avec les infirmières, donc apparemment elles ne souffrent pas. Oui, ça c'était vraiment ce qu'on demandait depuis. Oui. Elle a un certain nombre de traitements qui ont été donnés pour son confort, comme les antibiotiques, comme les diurétiques aussi, pour diminuer tous les symptômes qui pourraient en fait générer un petit peu plus de gêne respiratoire, de désagréments. Mais ces médicaments, comme l'oxygène aussi, ont évidemment pour vertu de prolonger un petit peu sa vie. Et c'est vrai que certains médicaments, on sera aussi amené à les arrêter progressivement.
Oui, et ça aura comme conséquence aussi peut-être d'accélérer les choses. Oui, c'est-à-dire que vous allez diminuer les antibiotiques au profit de la morphine. Voilà, au profit de la morphine, de l'hypnovel. Je pense que le docteur Bacci avait dû vous en parler. Oui, et puis il nous a dit que pour l'instant il gardait l'équilibre entre les deux, mais que si il faudra peut-être abandonner l'antibiotique et que là la phase réponse, c'est ça. Voilà, si on arrête les antibiotiques, si on arrête les diurétiques, et peut-être qu'on sera amené aussi à un moment donné à supprimer l'oxygène. Mais vous savez, si on supprime l'oxygène, c'est en ayant la certitude, en ayant augmenté suffisamment les sédatifs par ailleurs, et qu'elle n'ait pas de désagrément par rapport à ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ait l'impression d'étouffer, quoi. Non. Mais on fera vraiment ce qu'il faut pour qu'elle soit encore plus endormie à ce moment-là. Mais là, vous nous le direz. Bien sûr, on ne fera rien sans... on vous le dira à chaque fois. Non, on ne change rien sans vous tenir informé. Parce que là, j'ai un peu réexpédié mon frère mais... dans sa famille, parce qu'ils sont loin. Mon frère et ma soeur sont tous les deux loin. Non, mais aujourd'hui, je ne changerai rien. On refera le point demain. Je vais juste m'assurer qu'effectivement, elle ne souffre pas. Donc c'est en l'examinant un petit peu, et je ne changerai pas le traitement. Mais il se peut que dans les jours qui viennent, on soit amené à faire des changements. Mais ces changements, on vous en tiendra informé, bien entendu. Bon, vous arrivez à tenir le coup, parce que vous êtes là tout le temps. Donc, non, ça va, ma soeur m'a relié 2 nuits, là. Bon. La première nuit, c'était dans le fauteuil. Un peu dur. Et quand j'ai demandé l'autorisation, non, c'est super. Quand j'ai demandé l'autorisation à rester sur le fauteuil, parce que j'avais apporté ma couverture et tout, ils m'ont dit, mais attendez, on a un lit. Et on m'a installé un lit. C'est bien, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu éprouvant. Et puis, ce qui est éprouvant aussi, c'est de faire l'équilibre avec la maison. Parce que la petite, je la tiens, elle sait qu'elle m'a mis à l'hôpital, mais je ne peux pas lui dire plus. Ça ne sert à rien, je crois. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Bon, cacher les choses, c'est jamais facile, parce qu'après, on sait que ça peut revenir, ressurgir sous forme de questions. Donc, à un moment donné, il faut trouver le moment pour le dire. Il y a 5 ans, on n'a pas été là, et c'était brutal, et puis on n'a pas été averti vraiment, parce qu'on a téléphoné, j'ai demandé à 6h du matin, je dis qu'est-ce que je fais, je vais travailler, ils m'ont dit oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Et mon papa il meurt à 9h30, et on m'a téléphoné. Et là, tout s'effondrait. Et les 2 grands ont abandonné leurs études cette année-là. Et donc là, j'ai vraiment peur, je voudrais vraiment que là qu'ils réussissent. Vous faites comme vous le sentez. C'est en sachant que, bon, peut-être qu'un jour il dira mais pourquoi on m'a pas prévenu. C'est aussi le risque, mais si vous avez eu cette expérience qui était difficile, que vous avez fait le choix de ne pas trop en parler, vous n'en parlez pas. C'est jamais simple de toute façon. Donc vous faites pour le mieux. Est-ce que la petite, elle a 12 ans? Oui. Elle a le droit de venir faire un bisou à sa mamie? Oui, ça pose pas de problème. Peut-être qu'il faut le faire peut-être aujourd'hui. Par exemple, oui. Avant que... De toute façon, dans les jours qui viennent, il y aura... Oui, voilà, il peut toujours y avoir une aggravation. On n'est pas du tout maître de la durée. Heureusement d'ailleurs. Je ne sais pas s'il faut qu'ils gardent le visage de leur mamie d'avant. En fait, comme vous le ressentez, moi je suis plutôt favorable à ce que les enfants voient les personnes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on cache beaucoup de choses. On a un petit peu trop caché la mort et la fin de vie. Alors qu'avant on ne le faisait pas. C'est vrai. On surprotège. Ben oui. Ouais, peut-être qu'ils vont oui. Moi je pense. Voilà, il faut que vous soyez là, il faut que vous expliquiez les choses, il faut que vous puissiez être disponible pour répondre à leurs questions éventuellement. Mais c'est bien qu'ils voient, parce que ça permet aussi de dédramatiser finalement. Mais vous restez autant que vous voulez, on vous l'a dit, donc on est à votre disposition. Puis si à un moment donné vous avez un coup de cafard, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Bon, d'accord, je vais faire ça. J'ai eu le temps ce jour-là d'écouter la famille, de discuter avec eux, de prendre le temps, d'être avec eux, de partager, d'évaluer leur souffrance. On n'a pas toujours ce temps à leur donner. Voilà, et quand j'ai la chance ou la malchance de faire partie de la commission des plaintes de l'hôpital, et quand on voit des récriminations, des demandes de dossiers, il y a souvent une défaillance de la communication, un défaut d'écoute. Je crois qu'après, dans la médiation qu'on essaie d'instaurer a posteriori,
On remonte cette chaîne pour pouvoir essayer d'expliquer à la personne pourquoi ça s'est mal engagé à un moment donné. Mais très souvent, il y a un défaut d'information ou de communication, d'écoute, de disponibilité. Alors évidemment, tout ça, c'est du travail invisible ou peu visible qui n'est pas du tout pris en compte par la tarification à l'activité. Donc il y a un décalage énorme et c'est pas facile à plaider. Et quand on se bat en disant oui, mes valeurs éthiques, quand on est un homme, une femme de terrain, en disant qu'on est en train de bafouer les valeurs éthiques dans les hôpitaux, l'argument est un peu court si on n'est pas capable de montrer ce qui risque de tomber dans un silence effroyable et les conséquences que ça peut avoir sur des familles entières quand une fin de vie se passe mal, même pour une personne âgée, qui est pourtant à la fin de sa vie.